Bonjour à tous. Donc moi c'est Arthur, je suis programme manager chez Maestro et mon rôle c'est d'encadrer les formations Maestro pour que nos apprenants puissent vivre la meilleure expérience possible. Donc comme je l'ai dit, je suis programme manager chez Maestro. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'école du produit et de la tech avec pour but de former les product managers de demain. Donc on organise notamment des formations en product management et en no-code. Et justement, on s'est rendu compte que l'IA, c'était un sujet d'actualité dans le produit et ça nous semblait évident qu'il fallait en parler et qu'il fallait venir sur ce sujet à un moment donné. Donc, petit disclaimer quand même, aujourd'hui, on ne va pas parler de ChatGPT ou d'outils IA en général, on va parler de produits IA, ce qui est donc différent, mais Antoine, notre intervenant, nous l'expliquera juste après. Ben, du coup, pour commencer, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Et pourquoi est-ce que vous êtes avec nous ce midi? Donc, je vous laisse répondre dans le chat. Et pendant ce temps-là, on va laisser Antoine se présenter. Yes, mais écoute, merci Arthur pour l'invitation. Et puis merci à tous ceux qui sont présents pour cette petite pause déj autour de l'IA et du product. Alors, mon parcours, très rapidement, c'est un parcours, je dirais, assez classique de quelqu'un qui a commencé à travailler dans la tech au milieu des années 2000, puisque j'ai commencé comme project manager. À l'époque, c'était beaucoup de sujets e-commerce, front-back. Donc j'ai travaillé à la fois chez le client en interne, en agence aussi pas mal. Et puis, on va dire qu'au tournant des années 2010, donc 2012-2013, je suis tombé dans la marmite, à la fois, de l'agile, heu et du product. Donc ça, c'est plutôt en arrivant, chez Mappy. Ok. Heu, voilà, c'est une boîte que j'ai rejoint en 2013 et dans laquelle je suis resté, un peu plus de 6 ans. Voilà, j'ai beaucoup appris là-bas, auprès des équipes product et ensuite, j'ai fait, un tour également chez Se Loger, où j'étais Head of Product, B2B, pendant un peu plus d'1 an. Une belle expérience, très enrichissante, dans pareil, dans un très, très beau produit, B2B, avec beaucoup de squads product, hein, puisque c'est à peu près il y a 12 squads, B2B et 12 squads, B2C. Et je suis arrivé chez 22, donc 22, en 2019 pour mettre en place l'équipe product. Donc vraiment la créer from scratch, recruter les PM, travailler avec des product designers, des QA. Donc voilà, maintenant ça fait quelques années que je suis chez 22 Ok, en tant trop que CPO, cool. du coup. Trop cool. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on va parler de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que tu t'es intéressé, comment est-ce que tu es tombé dans ce sujet? Bah écoute, je te dirais que moi, l'IA, c'est un sujet qui m'a qui me passionne dans le sens où, j'ai un côté, un peu geek, assez porté sur, tout ce qui est innovation. Je suis aussi, un lecteur de science-fiction depuis mon adolescence. Donc forcément, c'est un sujet qui me titillait. Heu, j'y avais J'avais touché légèrement du doigt ce sujet chez Mappy parce qu'une des équipes dont je m'occupais, avait mis en place un algo pour, justement pour flouter automatiquement, les visages et les plaques sur les équivalents des Street View, donc sur Mappy, hein, donc on avait des Mappy cars qui prenaient des photos 360, des rues dans les villes. Et donc voilà, on avait automatisé ça par une IA, qui était un process avant qui était fait par des humains. Et heu et quand je suis arrivé chez 22, bah, c'était un peu le grand plongeon. Donc voilà, je dirais que c'est voilà, fasciné par l'innovation, depuis longtemps. Donc c'était pour moi une suite logique. Ouais, ok, je comprends. Et du coup, ce serait quoi ta définition de l'IA à toi? Alors, ma définition de l'IA, ça serait, je dirais qu'il faudrait peut-être, enfin, une définition très courte et puis une définition un peu plus longue. Si je fais une définition assez courte,
je dirais que c'est une méthode qui permet de créer des algorithmes, non pas en la codant en la faisant coder par des ingénieurs, par des humains, mais c'est l'algorithme qui va lui-même coder, qui va s'auto-coder. Donc c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Donc ça, c'est la réponse très courte. Mais je pense que ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de faire la différence entre un produit classique et un produit IA. Alors, je crois justement qu'on avait préparé deux petites slides sur ce sujet. Hop là, yes. Alors, on revient en arrière. C'est bon, tout va bien. Celle-là, ouais. Tout va bien. Alors, posons les choses. Alors, je pense que la plupart des gens qui suivent ce webinaire connaissent très bien ce qu'est un produit classique. Je l'ai volontairement synthétisé de manière maximale. On a une phase qui est la phase de conception. Donc la phase de conception qui est souvent orchestrée majoritairement par l'équipe product. On va à la fois travailler sur l'UX, et ensuite qui va déboucher sur l'UI. On va spécifier les comportements attendus, les règles de gestion. Souvent d'ailleurs, c'est le product manager qui mène à la baguette cette partie-là, qui rédige lui-même les user stories, les specs. Et une fois qu'on a défini cette bible des comportements, des règles de gestion attendues, on va passer le relais aux équipes tech qui, eux, vont coder tout ce qu'il y a à coder. C'est-à-dire il peut y avoir un back, il peut y avoir un front, il peut y avoir plusieurs backs d'ailleurs. On va créer des bases de données, on va créer des API, on va peut-être se connecter à des API externes. Bref, tout ça, c'est vraiment un cycle assez connu qui peut être des cycles très courts, hein, notamment en agile, on fait en sorte qu'il y ait des petits incréments et d'avoir des livrables qui sortent très rapidement suite à une conception. Ou parfois, ça peut être plus long sur des projets de grande ampleur. Et donc, on a vraiment ces trois phases. Donc, conception, intégration et livraison. C'est une méthode déterministe. Donc, le product manager, en fait, il doit véritablement spécifier et a priori réfléchir à toutes les règles qui vont être mises en place par la tech. Et la tech ne va finalement, enfin, en tout cas, j'espère, ne rien inventer en termes de nouvelles règles. Les seules surprises qu'on peut avoir, ça peut être les bugs. Voilà. Ça, c'est le rôle de la QA, de les trouver et ensuite de permettre à la tech de la corriger. Donc, approche classique, quel que soit le support, web, app, peu importe, ça fonctionne comme ça. Ensuite, quand on est dans l'IA, on est sur une autre approche qui est une approche statistique. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va demander à l'IA de réaliser des tâches. Pour qu'elle puisse réaliser ces tâches-là, il y a une première étape, c'est qu'on va collecter de la data. Alors, quand on dit de la data, ça va dépendre évidemment du métier auquel on se réfère. Si, par exemple, on veut faire une IA dans le domaine des assurances, la data, ça sera sûrement des contrats d'assurance. Chez 22, on travaille dans le domaine de la computer vision. Donc, notre produit, c'est une plateforme d'analyse en temps réel qui se branche sur des flux vidéo temps réel et qui analyse donc ce qui se passe dans les flux vidéo. Donc, nous, notre data de base, ça va être les vidéos, des images, puisqu'au final, les vidéos ne sont que une suite d'images animées. Et c'est ça qu'on va aller récupérer pour réaliser des grandes quantités de datasets, sachant que, en plus, parce que ça serait trop simple juste de les collecter, il faut les préparer, ces datas. Donc, dans le cadre, pareil, de l'exemple de 22 et donc d'un produit en computer vision, il faut annoter chaque image. Donc, admettons, par exemple, qu'on souhaite créer un détecteur de chat, OK? On va montrer à l'IA plein d'images de chats, mais au préalable, il est nécessaire que des humains aient sur chaque image entouré ce qui est un chat versus ce qui n'est pas un chat. Par exemple, un chat versus un chien, un cheval, etc. Donc ça, c'est une phase qui peut être longue, très coûteuse et c'est une phase dans laquelle il faut être extrêmement précis. Parce que si le dataset n'est pas
suffisamment volumineux ou contient des erreurs, en fait, on va injecter dans la phase d'après, donc dans la phase d'entraînement, des problèmes qui vont perturber l'apprentissage. D'accord. On arrive ensuite à la deuxième phase qui est l'entraînement. Donc l'entraînement, on est alors là je parle d'approche deep learning, hein, donc apprentissage par réseau de neurones parce que bon, l'IA est une science qui est très large dans laquelle il y a d'autres méthodes, mais la méthode qu'on utilise, majoritairement aujourd'hui, c'est le deep learning. Mhm. Donc le but, ça va être en fait de rentrer dans une phase où l'IA va consommer ces datas. Donc on va utiliser des serveurs qui utilisent, des GPU pour ça, donc ressource assez coûteuse d'ailleurs, d'où le fait que Nvidia s'envole en bourse depuis quelques années. Mhm. Et on va obtenir un modèle, c'est-à-dire une IA qui a appris. Alors, en fait, il faut imaginer, si j'essaye de trouver une métaphore à ça, imaginez un enfant de 2 ans qui n'a jamais vu de chat. Vous allez lui montrer peut-être une fois, 2 fois un chat, soit, sur une image, soit dans un livre, soit dans la vraie vie et théoriquement, un humain, va, reconnaître un chat immédiatement après, va pouvoir dire: «OK, ça c'est un chat et ça c'est un chat, c'est pas un chien». Une IA, malgré le fait qu'il y ait le mot intelligence, dedans, en fait, c'est un peu plus compliqué. 2 images de chat, ça va pas être suffisant. Il va falloir lui montrer des centaines de milliers d'images de chats. OK? Donc effectivement, à force de lui montrer toutes ces images en boucle, il va commencer à créer en fait ce modèle qui va pouvoir ensuite distinguer, ce qu'est un chat, du reste, du monde, du reste des objets connus. Ok. Et on va devoir l'évaluer en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est le rôle des ingénieurs IA, c'est qu'ils entraînent un modèle, ils regardent les résultats, est-ce qu'ils sont bons? S'ils sont pas assez bons, en fait, ils repassent le cycle, en fait, d'un nouvel apprentissage. Donc ça peut être une boucle qui peut durer, longtemps si on cherche notamment des performances, assez importantes. Hem Et une fois que cette IA a appris, on va passer sur la dernière étape qu'on appelle l'inférence. On peut dire que c'est un petit peu comme si c'est une mise en prod, on va dire. C'est, la phase où l'IA ne va être que en mode lecture. C'est-à-dire qu'en fait, là, elle va plus apprendre parce que son apprentissage est terminé. Par contre, elle va réagir aux data, typiquement aux data utilisateurs, aux data clients et les transformer en données. Donc c'est Mhm. vraiment comme si, l'étape 2 c'est le mode, enregistrement, OK? Et l'étape 3 c'est le mode lecture. Et contrairement d'ailleurs à ce que, certains pensent, quand on parle de voilà, de problèmes de l'IA, de Terminator, de Skynet et cetera, une IA, en prod ne peut pas, se mettre d'un coup à apprendre des nouvelles choses et du coup à faire, voilà, à prendre des décisions toute seule. Non, non, c'est totalement lié en fait aux data qu'on a, collectées, et qualifiées auparavant, à l'apprentissage donc de la phase 2 et ensuite quand on est en prod, on est, donc vraiment dans, ce qu'on appelle l'inférence donc uniquement la réaction, à des données qui vont être, soumis par l'utilisateur. Alors, j'ai mis une petite flèche qui descend, par le haut parce que c'est pour indiquer quand même qu'un produit standard, heu, bah, en fait, ça continue à exister dans un produit IA. Parce qu'en fait, un produit IA, c'est la combinaison d'un ensemble, codé, je veux dire normalement par des humains, même un chat GPT qui a une interface extrêmement simple, il y a quand même une interface de chat, qui a été codée, je dirais, de manière standard. Il y a un compte utilisateur, ouais, il y a des fonctions qui sont non IA. Et donc le principe, c'est qu'on va avoir des équipes qui vont à la fois travailler sur cette partie standard, des équipes qui vont travailler sur la partie IA et quand on va arriver, dans la phase finale, on va assembler les 2. Donc en fait, on va prendre le modèle, et on va l'intégrer dans le produit final et ensuite on va le réaliser, quoi. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est un produit IA. Et en gros, si j'ai bien compris, la différence majeure avec un produit normal, c'est qu'il y a une équipe IA qui s'occupe de faire apprendre au produit lui-même. La sorte de boucle de deep learning, c'est le produit qui apprend lui-même. C'est ça, alors
c'est là où ça peut devenir plus ou moins, comment dire, ça peut être une organisation qui peut être plus ou moins compliquée en fonction des buts qu'on veut atteindre. Ces dernières années, il y a eu, ça arrivait souvent, hein, que dans des entreprises, on ait des équipes, qui faisaient de l'IA, donc qui étaient autonomes. Donc c'était une seule équipe qui, s'occupait à la fois de la data et de l'entraînement. Sauf que, maintenant on arrive dans une nouvelle période où, il faut industrialiser. Et donc, Mhm. voilà, chez 22 par exemple, on a une équipe data uniquement dédiée à la collecte, à la qualification de la donnée. Ensuite, on a, Ok. une équipe IA qui est uniquement dédiée, à la phase d'entraînement. Et après, on a une équipe plateforme qui est plutôt donc sur la dernière phase, qui est l'intégration dans un produit standard. Donc, Ok. en réalité, on peut en fait, c'est tout le principe de l'industrialisation, c'est qu'on peut, spécialiser en fait, chaque équipe, pour qu'elle puisse évidemment, s'améliorer dans l'accomplissement de chacune de ces tâches. Ok. Ok, très clair. Bah, du coup, justement, tu vas sur ma prochaine question. En quoi enfin, quelles sont les organisations spécifiques product autour des produits IA? Alors, moi, je peux te donner un exemple, Mhm. c'est celle de 22. Justement, voilà, j'ai récupéré une slide, qui est une slide interne. Hem, Nous, comme je l'ai un peu spoilé, on a effectivement des équipes dédiées. Donc ça veut dire qu'on a cette fameuse équipe data, on a cette équipe IA et cette équipe plateforme. Alors, il ne faut pas imaginer que, on met toute notre force uniquement sur l'équipe IA. Parce que l'équipe plateforme, elle est aussi ultra importante. Il y a ce qu'on appelle l'orchestration, c'est-à-dire que la capacité à pouvoir, utiliser, potentiellement plusieurs modèles, en fait, dans un même produit. Il y a des problématiques de performance qui sont liées à ça. Et évidemment, on peut avoir une interface qui est, assez complexe derrière. Donc, en l'occurrence, notre produit qui s'appelle, 22 Core, c'est une interface web, avec énormément de complexité. On a un dashboard modulaire, on a une interface de settings, qui est, pareil, qui est assez complète. Donc, on a vraiment des équipes qui sont hyper focus, sur cette partie-là. Donc, on va avoir, cette répartition entre ces différentes équipes. Et on va avoir, alors ça c'est le cas de 22, un product manager sur chaque équipe. C'est une évolution, par rapport au début. Quand on a commencé il y a plusieurs années, on avait des product managers uniquement, côté, plateforme, donc dans la dernière étape. Et on laissait, on va dire une autonomie en fait, aux équipes tech sur, les phases amont, donc data et IA. Alors, Ok. ça marchait quand même, hein, je ne veux pas dire que c'était un échec, mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même besoin, d'une coordination, d'une synchronisation, plus avancée entre les équipes. Et surtout, on avait besoin d'une vision product à chaque étape. Hem, Mhm. Typiquement, si on veut, par exemple, créer une nouvelle, fonctionnalité, on va tout va commencer dans l'équipe data. Parce que si on ne s'intéresse qu'à la manière dont ça va être intégré dans l'étape finale, en fait, on va rater quelque chose. Donc dès la phase de collecte de data, c'est important, d'avoir un product manager qui prenne conscience de la vision finale, donc c'est-à-dire de la feature qu'on va délivrer au client. Et donc il va connecter ça avec, un ensemble de prérequis, une spécification qui va être formalisée spécifiquement donc pour l'équipe data, pour dire: «OK, ben, en fait, on va utiliser tel et tel dataset, pour l'apprentissage. On va potentiellement utiliser tel et tel dataset pour l'évaluation», parce qu'il faut que les 2 soient différents. Voilà, sinon il y a un problème, forcément si on évalue sur les datasets sur lesquels on a appris, forcément ça va très bien marcher. Mais le but d'une IA justement, c'est qu'elle puisse réagir à des datas en prod qu'elle n'a jamais vues. Et donc voilà, et c'est pareil aussi pour l'équipe IA. Donc on a du product management, au niveau de l'équipe IA pour, maîtriser, d'un point de vue product, ce qui est délivré, par cette équipe, puisque on a un chaînage, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque équipe délivre il y a un livrable, donc qui est le dataset en sortie de l'équipe data. En sortie de l'équipe IA, on a le modèle qui passe la balle ensuite à l'équipe plateforme. Donc il faut qu'il y ait une synchronisation product, sur chacune de ces étapes. Ok.
Du coup, je vais en profiter pour prendre une question du chat, celle de Marion, qui te demande généralement, cette équipe IA, elle est composée de quel type de profil? Alors, dans les équipes IA, tu as des ingénieurs IA. Voilà, je dirais que c'est un alors, à quel point c'est un nouveau type de profil? Ça existait il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est un poste qui est un petit peu plus on va dire, sous le feu des projecteurs. Voilà, c'est un type de profil, qui a alors, dans les gens IA, on va avoir des gens certaines personnes sont des gens qui ont des PhD, en maths appliquées à l'IA, Mhm. et d'autres sont des ingénieurs qui ont une spécialisation IA ou qui se sont spécialisés, plus tard, sur, les métiers de l'IA. Donc, c'est D'accord. voilà, un peu comme voilà, on a, côté, par exemple, on a des ingénieurs DevOps, côté plateforme ou des ingénieurs, en full stack web, côté plateforme. On a des ingénieurs IA, côté Ok, top. Du coup, j'ai une autre question de Harold qui te demande comment tu gères l'incertitude de la durée d'entraînement dans le process agile. alors, c'est pour ça que cette question elle est hyper intéressante parce que, hem, quand on a été habitué comme moi pendant plusieurs années à avoir fonctionné sur des produits classiques, OK? Que j'ai montré tout à l'heure lors de la première slide. On est parti d'une situation, donc du début des années 2000 où c'était très, très long en fait pour mettre en prod quelque chose à, du continuous delivery. Donc c'est-à-dire que la norme aujourd'hui dans un produit classique, c'est de mettre en prod toutes les semaines à peu près. On peut avoir des sprints qui sont ultra courts. Parfois on a des sprints de 2 semaines, ça peut être des sprints d'une semaine, mais on est en tout cas la logique veut qu'on mette en prod à la fin de chaque sprint. C'est des produits online, que ce soit encore une fois app ou web, peu importe, et puis comme ça, on a du feedback très rapidement. Dans l'IA, quelque part, on revient un petit peu en arrière, en termes de longueur de cycle. On a certains sujets, qui sont des sujets, de fond. Donc par exemple, sur créer des nouveaux modèles, sur des données, qui sont également nouvelles. Ça peut être, nous, on peut parfois, les anticiper à, 4, 5, 6 mois à l'avance côté data. Parce qu'encore une fois, il faut collecter, les datas, il faut les annoter, il faut les préparer, il faut constituer des datasets et cetera. La phase d'apprentissage, elle, peut être un peu plus courte. Encore une fois, ça dépend la performance qui est attendue. Parce que ça dépend aussi des moyens, qu'on a en termes de serveurs. Donc, si on a, par exemple, si on a, je sais pas, imaginons 5 équipes IA qui se partagent un seul serveur GPU, ça va être compliqué. Ils vont tous faire la queue, enfin bref. Alors que si ils ont tous beaucoup de machines à disposition, on peut accélérer les choses. Mais, aujourd'hui, je dirais que c'est plus la collecte de la data et la préparation de la data qui est freinant. On peut en revanche faire des optimisations dans des cycles un peu plus rapides, mais du coup, ça va être sur des modèles qui sont déjà existants. Donc on va faire ce qu'on appelle du fine tuning. Donc on va peut-être essayer on a vu des erreurs, par exemple, en prod où il y a des problèmes qui ne nous satisfait pas et on va essayer de les corriger. Donc on va pas se relancer un cycle complet, on va essayer de rééquilibrer un certain nombre de choses. Ok, très clair. Euh, alors, du coup, ouais, j'avais une autre question pour toi. C'est quoi les avantages et les risques de l'intelligence artificielle selon toi? Alors, alors les avantages, je pense qu'aujourd'hui, on commence à utiliser des produits IA, que ce soit ChatGPT, DALL-E, Midjourney, on se rend compte que, voilà, on a passé une étape, en termes de complexité, de données analysées. On n'est plus dans un monde où on rentre un champ, on crée un compte, en mettant son nom, prénom, où on saisit des choses très précises et du coup, derrière, on obtient un résultat. On est dans un monde où, on copie-colle, des textes entiers, des images et on a derrière, une génération qui est quasiment équivalente à ce qu'aurait pu produire un humain et un humain très créatif, hein, je dirais. Donc, pour moi, l'avantage, c'est la résolution des problèmes complexes. Je dirais que c'est vraiment ça l'idée.
et des problèmes qui nécessitent une capacité à s'adapter à des données euh, peu, comment dire, qualifiées. Encore une fois, des données brutes. On l'a tous fait hein, dans ChatGPT, dans ChatGPT, uploader des PDF, des fichiers Excel, sans forcément prendre de temps de bien les organiser, etc. Et c'est l'IA qui se débrouille avec. Donc, c'est vraiment cette capacité effectivement à digérer des données complexes. Ça, c'est vraiment le grand point fort de l'IA. Par contre, il y a beaucoup de risques et potentiellement, en tout cas, de points d'attention autour de l'IA. La première chose, c'est ce qu'on appelle l'effet boîte noire. Même si on a maîtrisé en amont les datas, même si on est à l'origine de la supervision de l'apprentissage. Donc, c'est-à-dire que là, je parle du principe, on a fait son modèle entièrement, donc on n'a pas repris un modèle existant open source. Il n'empêche que on a parfois comment dire, des comportements étranges en prod qu'on n'arrive pas à expliquer. Et donc là-dessus, en fait, c'est difficile, par exemple, dans un cadre d'un produit qui doit être à 100% fiable, dans lequel il y a zéro marge d'erreur, de dire on va mettre en place une IA. Parce qu'aucun ingénieur IA aujourd'hui, en 2023, peut prédire que son modèle sera à 100% accurate. C'est impossible. Donc voilà. Donc ça, c'est déjà un premier risque. Donc il y a des endroits où l'IA ne va pas être recommandée. On ne peut pas mettre de l'IA partout. Il ne faut pas céder non plus à la hype. Hein. Là, je commence à voir le buzzword IA depuis plusieurs mois dans toutes les boîtes. Attention, il y a des domaines où c'est intéressant, d'autres, il faut plutôt mettre de côté. Ensuite, il y a un autre point, c'est la partie éthique et juridique. Donc, alors, la partie juridique, déjà, il faut se dire qu'on est en Europe, on est en France, on est dans un cadre qui est celui de la RGPD, que les product managers connaissent très très bien. Ça a pas mal changé de choses depuis son entrée en vigueur à la fin des années 2010. Et forcément, quand on crée une IA qui est liée à la digestion de data, la problématique de la data dans RGPD, elle est centrale. Donc, d'où viennent ces data? Est-ce que tout le monde a donné son accord? Est-ce qu'il y a des données à caractère personnel dedans? Donc, tout ça, ça nécessite une très grande vigilance. Chez 22, nous, on a une DPO qui fait très, très bien ce boulot. On a aussi une juriste. C'est un sujet hyper important pour nous, hyper central. On le voit de temps en temps, il y a des boîtes qui utilisent de l'IA qui sont pointées du doigt parce qu'elles ne respectent pas la législation. Nous, on a, en tout cas chez 22, on a à cœur évidemment de respecter la loi. Par exemple, on ne fait pas de reconnaissance faciale dans notre logiciel. Et à côté de ça, on a aussi un comité éthique qui est élu par les collaborateurs. Donc voilà, élu par, ça peut être des ingénieurs, ça peut être des gens du commerce, du product. Et on a un comité éthique qui se rassemble tous les mois pour évoquer tous les sujets. Donc à chaque fois qu'on a dans notre roadmap poussé la création d'un nouveau modèle, il y a une discussion autour des conséquences. Est-ce que ce modèle va pouvoir être utilisé de manière à la fois légalement juste, mais également éthiquement correcte, selon notre appréciation par les clients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de assez spécifique à l'IA, parce que ce n'est pas une approche déterministe, encore une fois. La dépendance aux données, j'en ai déjà parlé, hein, donc effectivement, c'est un sujet énorme. Ça, c'est effectivement dans la partie un peu faiblesse de l'IA, hein, c'est ce côté inertiel, hein, ça collecte de data, ça prend du temps, c'est coûteux, donc c'est compliqué de mettre en prod rapidement des choses. Et ça, je dirais que c'est pas tellement un problème côté product, mais c'est plus un problème pour le CFO, c'est que les GPU, ça coûte cher. Donc voilà, ça sera pas que le coût de la masse salariale, ça sera pas que le coût de recruter des ingénieurs ou des data scientists. C'est également les serveurs. Je donne un petit exemple. Il y a une très belle startup voilà, qui s'appelle Mistral AI
dont on parle beaucoup en ce moment, start-up française qui vise à concurrencer OpenAI, donc en créant son propre modèle LLM. Ils ont fait une très, très belle levée. Là, ils sont a priori en train de boucler une deuxième encore plus incroyable levée. Là, on parle d'un demi-milliard, quoi, donc c'est gigantesque. 90%, même plus de 90% de cette somme va être uniquement allouée à l'allocation de serveurs GPU. Enfin, Ok, ouais. c'est le nerf de la guerre. Ouais, non, mais ouais, ça s'entend. Ok, bah trop cool. Donc ouais, c'est quand même quelque chose qui permet de résoudre des problèmes complexes, mais il y a un flou autour de comment est-ce qu'on peut l'utiliser, que ce soit légalement ou éthiquement parlant. Et ça, c'est quand même, faut faire attention, quoi. En fait, il faut à la fois l'anticiper, c'est-à-dire qu'il faut se poser les questions en amont, mais à la différence d'un produit classique, il faut aussi se poser les questions après. Parce que comme je l'ai dit, l'IA parfois est peut-être imprévisible, peut faire des choses qu'on n'a pas prévues et c'est hyper important d'avoir des équipes qui contrôlent ça et qui vérifient on ne déborde pas du cadre. Bien sûr, ouais, c'est logique. Ok, bah du coup, j'aurais une autre question pour toi, c'est est-ce que tu aurais un ou des conseils pour les PM qui veulent bosser dans l'IA? Alors, j'ai parlé tout à l'heure de hype. La hype, elle est réelle. Au-delà de la hype, on va pas se voiler la face. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'argent, côté VC, qui sont injectés soit dans des boîtes qui font de l'IA, soit dans des boîtes qui vont commencer à développer, des produits IA. Donc le sujet des recrutements, PM, IA, c'est un sujet qui est sur la table aujourd'hui. Hem, moi, j'aurais déjà alors, moi, j'aurais 3 conseils. Le premier, c'est, si vous souhaitez, en tant que PM, bosser dans le domaine de l'IA, encore une fois, je le dis bien, les produits, traditionnels vont continuer à exister. La télé n'a pas remplacé la radio, internet n'a pas remplacé la télé. Voilà, on connaît l'histoire. C'est qu'un cumul, en fait, de différents supports. Donc, ça va continuer à exister. Donc, on n'est pas obligé, en tant que PM, de dire si les PM n'ont pas envie de bosser dans l'IA, il y aura toujours du boulot pour ceux qui cherchent un boulot plus classique. Donc, par contre, si on veut faire ça, il y a une montée en compétences. Alors, la montée en compétences, c'est pas forcément passer un PhD en IA, hein, c'est pas ce que je demande, mais il faut s'intéresser. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de ressources en ligne pour comprendre un petit peu mieux ce qu'est l'IA. Euh, je sais qu'il y a ChatGPT est utilisé par beaucoup de gens. Il y a pas mal de vidéos de vulgarisation qui expliquent bien ce qu'est ChatGPT et ce qu'il n'est pas. Que les gens ne confondent pas, par exemple, ChatGPT et Wikipédia. Encore Oui. une fois, ChatGPT, c'est un modèle IA qui vise à, euh, comment dire, donner le mot suivant qui a le plus de chances d'être pertinent par rapport au mot d'avant. C'est pas un modèle qui doit vous expliquer la vie, hein. Donc, faut vraiment le prendre comme ça. C'est très hyper utile pour certaines tâches, pour d'autres, c'est pas le cas. Donc, il faut monter en compétence, il faut comprendre ce que c'est, il faut comprendre ce que c'est un produit IA, ça peut vous donner une assise. Il y a des bootcamps, hein, qui sont orientés IA, voilà, dont je ne ferai pas la promotion, voilà, mais il y a aujourd'hui, il y a plein de moyens de le faire, mais attention parce que en ce moment, il y a une petite musique là qui est en train de se jouer au niveau des recrutements. C'est que comme il faut on avance vite et que tous les PM n'ont pas le temps de se former à l'IA ou n'ont pas eu le temps d'avoir des compétences antérieures dans le domaine, hein, puisque ça arrive que maintenant, les recruteurs vont chercher des PM qui ont un background tech. Donc, ils vont chercher des PM qui sont ingénieurs, qui ont été soit des ingénieurs IA, soit des data scientists, soit qui ont un PhD en IA. Et donc, ça, je le redis, c'était pas aussi flagrant, cette concurrence entre les PM avec background tech versus les PM avec un background plus, je sais pas, marketing, business school ou autre. Mais c'était pas aussi fort sur un produit traditionnel. Là, c'est plus amplifié. Donc voilà, attention aux PM qui n'ont pas de background technique. Si vous voulez bosser dans l'IA,
essayez quand même d'aller vers une montée en compétences. Le deuxième conseil, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est il faut savoir quand est-ce que l'IA est utile ou pas utile. Ça, c'est important. Il ne faut pas en mettre à toutes les sauces. Ça ne doit pas être une solution magique. Et puis, le troisième, c'est une remise en question de beaucoup d'acquis, notamment sur la partie spécification. Donc, on nous a expliqué pendant de nombreuses années comment faire une spécification, par exemple, d'un back-office, d'un front-office, comment spécifier une UX. Bah, là, aujourd'hui, il faut inventer des nouvelles manières de spécifier des choses auprès des équipes techniques. Par exemple, moi, j'ai des PM qui font des priorisations de datasets d'évaluation sur des bases documentaires qui sont consultables et je dirais digestes pour des équipes product. On peut avoir aussi des PM orientés data qui vont rédiger des cahiers d'annotation. Donc, les cahiers d'annotation, ça va être un petit peu les recommandations pour les annotateurs pour bien traiter les datas qu'ils ont à noter. Donc tout ça, c'est des documents nouveaux pour les équipes product dont il faut s'emparer. C'est important de ne pas les laisser au tech. Euh, Moi, c'est un peu mon leitmotiv, en fait, euh, euh, suite à l'expérience de 22, les différentes étapes qu'on a pu traverser, les différents essais qu'on a fait en termes d'organisation, c'est que il ne faut pas laisser la tech toute seule prendre des décisions. Elle le fait très très bien sur un certain scope, aucun problème. Mais à partir du moment où on a des dépendances, à partir du moment où on considère que livrer une feature, ça commence dès la phase de récolte de data, il faut qu'il y ait du product partout. Et donc, c'est au PM de faire ce chemin-là. Donc, ce n'est pas la tech qui va aller vers nous, c'est à nous d'aller vers la tech. Donc, encore une fois, si on est un PM qui veut bosser dans l'IA, c'est bien aussi d'avoir une certaine curiosité pour les sujets tech. C'est important. Ok, très clair. Du coup, je vais prendre une question du chat. C'est Julien qui demande, qui dit qu'il n'a pas bien compris quel produit précis on vend chez 22 et à quel type de client. Ah oui, oui, parce que on est passé un petit peu rapidement là-dessus. Alors, 22, on développe donc une plateforme d'IA d'analyse vidéo en temps réel. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, on va se brancher à des réseaux de caméras. Ça peut être dans les villes, ok. Ça peut être dans un parc d'attractions, dans un aéroport, dans une gare. Ça peut être aussi dans un hangar logistique. Et ce que va permettre notre logiciel, c'est qu'il va analyser donc en temps réel toutes les scènes et il va en extraire des datas. Qu'est-ce que ça veut dire extraire une data? Ça veut dire que, alors je vais prendre l'exemple d'une ville, on va avoir une caméra qui va filmer une rue où il y a une piste cyclable. On va pouvoir compter tous les vélos et les trottinettes qui passent sur cette piste cyclable et les différencier d'un piéton, d'une voiture, d'un camion, etc. On va pouvoir aussi créer une alerte qui dit s'il y a un camion ou une camionnette garée en double fil sur cette piste cyclable, ça va remonter une alerte et donc on peut potentiellement envoyer un agent de la circulation qui va enlever la voiture. Donc ça, c'est un exemple. Mais ça peut être aussi dans un musée ou dans un stade. On va se brancher sur des caméras qui vont être au niveau des files d'attente et on va pouvoir analyser le temps d'attente moyen. Et donc ça va permettre, par exemple, de comprendre s'il y a des goulots d'étranglement, s'il faut ouvrir d'autres guichets. Ça permet à la fois d'avoir une réactivité en temps réel, comme je l'ai dit, pour voilà, dépêcher des gens sur place pour réaliser des actions, mais ça peut être aussi à visée d'analyse, je dirais, a posteriori, puisqu'on a un dashboard. Nous, on a intégré un dashboard modulaire qui permet d'avoir des graphes et des données d'export sur plusieurs jours, semaines, mois, etc. Et donc, on peut imaginer réaménager en fait une partie de l'espace public ou une partie justement de l'accueil en fait des piétons, des usagers, grâce à l'analyse précise de ces données. Voilà. Et Ok. Ok, bah écoute, trop cool.
Merci beaucoup. Bon, du coup, je voulais encore te remercier, Antoine, parce que du coup, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, merci d'être venu avec nous pour parler du coup des différences entre produits IA et produits classiques, mais aussi pour parler de l'intelligence artificielle en général. C'était super instructif. Moi, j'ai appris plein de choses. En tout cas, bah, du coup, je voulais te remercier encore. Merci à toi. Et puis, tous ceux qui sont intéressés par une suite de la conversation, moi je suis dispo sur LinkedIn pour échanger autour des sujets IA et product. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, donc n'hésitez pas. Bon, bah, super. Et ben, en tout cas, merci à toi et puis bah, à bientôt. Merci, au revoir.